On fait comme Michel Sardou hier, on commence par le Connemara. Bonjour à tous, bienvenue à la bulle French Touch. Alors malheureusement, Guillaume Simonaire dans mon équipe est indisposé, donc je le remplace au pied levé. Je m'appelle Nicolas Parpex et j'ai le plaisir et l'honneur de diriger la French Touch qui nous accueille aujourd'hui. Et on va vous parler d'un sujet à la fois mystérieux et fascinant qui nous réunit ici aujourd'hui, qui est le fundraising et l'equity. Donc on va vous expliquer un petit peu comment on gère ça et comment on opère au sein de l'équipe Industrie Créative et French Touch de BPI France. Et puis ensuite, je pense que vous aurez sans doute des tas de questions sur les do's and don'ts de ce merveilleux sujet où on sera ravis de vous répondre. Let's go. Alors, pour ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans le cadre du grand continuum de financement, d'investissement et d'accompagnement des entreprises de la French Touch, l'equity, c'est une brique particulière. Pour autant, en termes de territoire sectoriel, c'est le territoire sectoriel de la French Touch. Donc, c'est vrai pour tout ce que vous avez entendu ce matin et cet après-midi et que vous entendrez ce soir. Donc, vous avez les secteurs là, je ne les redéfinis pas. En gros, pour donner une méta un peu vision de tout ça, c'est tout ce qui concerne les industries du contenu, le cinéma, l'audiovisuel, la musique, le gaming, etc. Et toutes les industries de la marque et du consumer good, donc la mode, tous ses adjacents, etc., etc. En gros, c'est des secteurs qui sont différents, qui ont des dynamiques de marché différentes, qui ont des modèles économiques différents, qui ont des grilles d'analyse différentes, mais qui ont tous un élément fondamental au cœur de leur proposition de valeur, c'est la création et la valeur créative. C'est pour ça que ces secteurs sont traités dans un ensemble. Alors, on a une position en termes de stage d'intervention qui est assez originale. On est de toute façon assez original comme VC. Je pense que vous vous en rendez compte quand vous voyez tout ça. Tous nos collègues ne font pas ce genre de délire. Donc, on est de toute façon des investisseurs originaux. Et là, on est originaux aussi à ce niveau-là, puisqu'on couvre des entreprises qui vont du capital risque, même du capital amorçage, pour être précis, parce que c'est un capital investissement est un secteur qu'on peut sous-segmenter comme ça en fines tranches, en prosciutto. On fait également du capital développement, c'est-à-dire des entreprises qui ont atteint une certaine maturité de revenus et de rentabilité, et du capital transmission, c'est-à-dire les entreprises à un moment donné, elles naissent, elles se développent et puis elles se transmettent. Puisque, à part quelques-uns d'entre nous, mais pas toujours très identifiés, personne n'est éternel et donc un actionnaire n'est pas éternel et donc il faut envisager, ça fait aussi partie du développement de l'entreprise, d'envisager la phase de transmission. Voilà, donc ça veut dire que concrètement, l'entreprise la plus petite de notre portfolio, elle fait 0 de chiffre d'affaires, okay, parce qu'elle est pré-revenu, et la plus grosse, elle fait, je crois, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'on est sur un range extrêmement vaste. On met des investissements unitaires de 300 000 à une dizaine de millions d'euros. Donc là aussi, c'est très vaste. Évidemment, c'est un tout petit peu corrélé. Hein. Plus on est early stage, plus les tickets sont modestes et plus les entreprises sont grosses et plus les tickets sont importants. Toujours en minoritaire, on est BPI France, on ne nationalise pas les entreprises, mais on est des investisseurs minoritaires, on y reviendra peut-être, et certainement même avec Johanna, on peut dire ça comme on veut, hands-on, actif, coach, avec déjà avec un mindset particulier et aussi toute une boîte à outils sur laquelle on va revenir. Qu'est-ce qui nous différencie? Parce que c'est bien gentil de recevoir 1000 entrepreneurs par an en leur demandant leur sauce secrète, mais il a bien fallu qu'on se pose un tout petit peu sur la nôtre aussi. Et ce qu'on dirait, c'est que c'est 3 choses. La première, c'est que finalement, ces secteurs-là, ça fait quelques années qu'on les couvre, qu'on les finance. Et donc, on a acquis, bon an, mal an, une certaine forme d'expertise sectorielle qu'on a accumulée, même si ce sont des secteurs qui changent évidemment énormément. Et donc, on essaye aussi, pas simplement d'appliquer les mêmes recettes qu'au début de notre existence, mais en tout cas, de s'appuyer sur un corpus d'intelligence sectorielle très fort, hein, je vous rassure. On ne fait plus du tout, typiquement si on prend l'exemple de la mode ou du jeu vidéo, on ne fait plus du tout les mêmes deals et on n'accompagne pas du tout les mêmes entreprises aujourd'hui qu'il y a 10 ans, ou même qu'il y a 5 ans.
La smart money, alors ça bon, c'est le big de la fierté, hein, donc on a le droit de dire qu'on est smart. En tout cas là, on ne parle pas de nous, on parle de la monnaie. Et donc ça, on va y revenir, mais c'est que notre conviction profonde, et là, c'est extrêmement sérieux, pour développer vos entreprises et pour lever de l'equity, vous avez besoin d'argent, mais vous avez besoin de plus que de l'argent. Et en tout cas, ce qui va faire la différence, à la fois du point de vue de l'investisseur en termes de performance, et à la fois du point de vue de l'entrepreneur en termes de transformation de son projet, c'est le fait d'avoir de l'argent intelligent, c'est-à-dire de l'argent qui s'accompagne d'une mise en réseau, d'un corpus de connaissances, d'outils pour poser sa stratégie, envisager tout un nombre de sujets. On va y revenir plus tard. Le troisième élément, c'est le play écosystémique, et c'est là où on fait le lien, puisque la French Touch, vous l'aurez compris, c'est à la fois BPI France qui accompagne à l'échelle les entreprises culturelles et créatives. On a lancé ça début 2020, on a déployé plus de 5 milliards d'euros dans le secteur culturel et créatif français. Donc il y a cet aspect business qui est fondamental, et il y a cet aspect écosystémique. Pendant qu'on est là à vous parler, alors là on parle fundraising, donc le lien est très fort, mais on fait énormément de choses au Big aujourd'hui. Pendant qu'on fait ça, il faut reconnaître qu'on n'est pas en train de regarder le reporting de nos sociétés devant notre ordi et de regarder les Excel, etc. Et on pourrait penser que c'est du défocus, mais en fait, c'est fondamental. C'est parce qu'on est capable de faire des petites choses comme ça ou des grosses choses comme ça, en plus de l'investissement qu'on met, qu'on pense être des investisseurs pertinents et performatifs pour les entreprises qu'on accompagne. On veut peut-être en dire un mot. Alors là, il ne faut pas me lancer là-dessus parce que sinon, je vais prendre le truc et garder le micro pendant 2 heures parce que c'est évidemment, on parle de fierté. On est au big de la fierté. Bah, nous, notre fierté, c'est ça. Hein. Notre fierté, c'est les magnifiques entreprises qu'on accompagne. Vous en connaissez certaines, probablement. Allez, je tente un show of hands. Là, vous êtes dans l'interaction. Qui regarde régulièrement des vidéos brutes sur les réseaux sociaux? Ok, not bad. Qui regarde Combini? C'est les mêmes, c'est drôle. Est-ce que vous avez regardé une série qui s'appelle Le Bureau des légendes ou En thérapie? Voilà, donc ça c'est Fédération. On pourrait toutes les citer. Auvergne Rhône-Alpes Cinéma, ça a un nom un petit peu terroir comme ça, un peu administratif. Mais par exemple, c'est le coproducteur d'un film qui s'appelle L'Anatomie d'une chute, qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Je ne commenterai pas le discours de la réalisatrice à Cannes. Dans les jeux vidéo, on a des positions dans l'édition avec des sociétés comme Nacon, Focus. Peut-être certains d'entre vous jouent à Plague Tale ou jouent à Farming Simulator. On est dans le leader européen des instruments à vent Buffet Crampon. C'est une entreprise magnifique qui équipe les clarinettistes de tous les plus grands orchestres du monde. On est chez Deezer. Qui est abonné chez Deezer? Ah là là, la France. Qui est chez Spotify? Qui est chez Apple? Bravo. Enfin, bravo surtout pour ceux qui sont chez Deezer. Média Participation, c'est une entreprise absolument extraordinaire. C'est le numéro 4 de l'édition en France. Leader européen de la bande dessinée, présent dans l'audiovisuel, dans les jeux vidéo. C'est le Disney français, des IP comme Spirou, Lucky Luke, Blake et Mortimer, etc. Le retour de Gaston Lagaffe pour vos cadeaux de Noël. Magnifique, 25 ans après. Après un petit différend avec la fille de Franquin, on arrive à sortir cette BD qui va être magnifique. Voilà, on est extrêmement présent dans la mode. Alors historiquement, on était chez Ami Paris, que vous connaissez sans doute, Martin Margiela. Aujourd'hui, on est très fiers d'être dans toutes ces entreprises. Officine Générale, messieurs, si vous voulez un costard bien taillé, allez-y, puisque vous ne serez pas malheureusement servi par Neo Tailoring. On a entendu ça il y a quelques minutes. Éric Bompard dans le Cachemire, etc. etc. On est chez Atelier de France. Je vous invite à écouter au Bang plus tard Antoine Courtois qui dirige cette entreprise qui est le leader européen de l'artisanat décoratif, qui est une entreprise extraordinaire qui en même temps est en train de construire les plus beaux projets de résidences privées du monde et par ailleurs de restaurer les apôtres de Notre-Dame de Paris. On est chez Emissive qui est probablement la plus belle boîte peut-être du monde dans les expériences immersives culturelles. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, je vous invite à faire l'expérience Éternelle Notre-Dame. Est-ce que quelqu'un a fait Éternelle Notre-Dame ici?
Alors c'est l'équipe, du coup c'est un peu triché. Donc je vous conseille d'y aller, c'est honnêtement exceptionnel. Vous êtes en déambulation libre avec un groupe de personnes et vous visitez Notre-Dame. Pour le moment par ailleurs, on n'a pas tellement d'autres choix que de faire ça. À travers les siècles, vous échangez, vous discutez avec Viollet-le-Duc, c'est magnifique. Voilà, c'est un petit exemple de ce qu'on fait. J'ai pas du tout respecté le timing. Ça va. Et donc, on parlait de smart money, on parlait d'investisseur coach, et Johanna va vous dire ce que ça recouvre concrètement comme truc. Oui, alors juste, c'est une offre qui est commune à l'ensemble des fonds d'investissement rattachés à la direction de l'innovation de BPI France. Et moi, je représente cette offre dans le pôle industrie culturelle et créative. Donc, on a effectivement un panel de services qui sont mis à disposition de nos participations. Donc, une fois qu'on a réalisé l'investissement, on échange avec le dirigeant, on essaie de comprendre un peu quels sont ses besoins pour l'accompagner dans son développement. Et on a un certain nombre de services. Pour commencer par le recrutement, il y a peut-être parmi vous des candidats. Nos entreprises, nos portefeuilles recrutent. Et on a on a une équipe de chasseurs de tête qui est en charge de les aider à recruter, à trouver les meilleurs talents. S'il y a parmi vous des candidats, vous pouvez déposer d'ailleurs votre candidature sur le Hub Talent. Ça s'appelle. On a également des services de relations corporate qui consistent à mettre en relation nos entreprises au portefeuille avec des contacts de grands groupes ou ETI qui seraient intéressés par leurs services et donc à générer du business développement, du chiffre d'affaires. On a également des communautés pour faciliter le partage entre pairs entre nos participations avec un club, par exemple un club CTO, un club CPO, un club RH. Ils peuvent s'échanger des bonnes pratiques autour de leur métier. On a de la communication, on apporte pas mal de visibilité aujourd'hui, beaucoup, puisqu'on a vu nos participations absolument partout sur Big et on est ravis de pouvoir leur faire bénéficier de cette belle opportunité de prendre la parole. Et enfin, on a de l'accompagnement opérationnel et là, c'est mon rôle au sein du pôle industrie culturelle et créative où on est très très proche de nos participations. Donc, on comprend leurs besoins stratégiques, opérationnels, quels qu'ils soient, et on les aide à trouver des experts qui peuvent répondre à leurs problématiques, à cadrer ces missions. On peut prendre en charge aussi financièrement parfois ces missions-là. Et donc, voilà, je vous ai mis quelques exemples de métiers sur lesquels on a pu intervenir. Pour citer des exemples de missions intéressantes qu'on a pu faire, une stratégie de diversification pour une de nos très très belles participations, on l'a aidé à identifier des cibles de M&A. Des missions plus classiques pour aider à définir son organisation cible post-acquisition, la structuration financière. On intervient vraiment sur tous les métiers. Et l'idée, c'est, comme l'a dit Nicolas, que au-delà du cash qui est mis au moment de l'investissement, on puisse apporter de l'expertise et vraiment soutenir le développement de nos participations. C'est une posture qui est, encore une fois, de notre point de vue, totalement game changer sur la réussite des projets. C'est une posture qu'on a approfondie de manière incomparable par rapport à tous nos collègues de la place VC et Private Equity. Et il faut bien reconnaître qu'on a un tout petit avantage déloyal là-dessus, c'est qu'on peut faire ça parce qu'on est une banque publique. C'est honnêtement une profondeur de service et aussi quand même un investissement financier pour la banque publique d'investissement qui rejoint quand même nos intérêts et nos enjeux systémiques de développement de l'économie française. C'est-à-dire qu'aucun VC et aucun PI ne peut soutenir une offre de service pareille. Donc voilà. Et en même temps, ils en bénéficient aussi parce que comme on est, j'imagine que ce sera peut-être une de vos questions, comme on est en co-investissement systématique avec les investisseurs de la place, ce qui rend service à l'entreprise, rend service à toutes les parties prenantes de l'entreprise, y compris nos co-investisseurs. Voilà, et encore une fois, la French Touch, c'est le récit commun de la création française. La mode et le luxe n'ont pas besoin de la French Touch pour rayonner, le cinéma non plus. Par contre, si on veut un objet qui rayonne de manière collective, avec quelque chose qui est plus fort que la somme de ses parties, c'est là où ça devient vraiment existentiel. Et ça se retrouve de manière, ça se retrouve de manière très conceptuelle, événementielle, etc. C'est le coq orange à l'Accor Arena, mais c'est aussi très concret et très micro-économique quand, par exemple, on a des entreprises du portefeuille qui collaborent et qui font du business ensemble, et c'est extraordinairement créateur de valeur. Respire, notre marque de cosmétiques, a fait une campagne digitale sur Brut. Ça a été son meilleur objet d'acquisition digitale ever.
Voilà, parce que, évidemment, c'était le bon canal, le bon récit, la valeur marque de brut, tiers de confiance, etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment notre rôle de matchmaking. On n'est jamais plus heureux que quand on voit deux entreprises de notre écosystème créer de la valeur ensemble. Est-ce qu'on a des questions, peut-être, dans l'auditoire? N'hésitez pas à vous rapprocher pour ceux qui Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis Luc Pourrinet, directeur du développement de l'école Artefix à Montpellier, Lille et Enghien. Et les écoles des ICC, elles vous intéressent ou elles ne vous intéressent pas? Elle nous intéresse énormément parce que on a une conscience aiguë que nous tous ici, on est de passage et que le vrai futur des ICC est chez vous et dans les écoles. Et d'ailleurs, l'événement French Touch qui suit le Big, auquel je vous invite cordialement le 21 novembre prochain, We Are French Touch au Centre Pompidou, va cette année, plus que jamais, à la fois faire contribuer les élèves des écoles qui vont participer à l'événement et assister aussi à l'événement. On a une 50aine d'écoles partenaires. Donc on a une conscience aiguë que voilà, on est banque publique d'investissement, on a la chance d'avoir une projection à long terme, et donc le long terme, évidemment, c'est les écoles. Alors ensuite, si votre question concrète est est-ce qu'on sait accompagner des écoles dans leur développement en rentrant à leur capital, la réponse est oui, on l'a fait, plutôt sur des gros acteurs, pas forcément avec notre équipe à nous, parce que on a aussi un continuum interne qui fait que sur certains sujets, ce sont d'autres équipes plus sachantes qui prennent le relais. Et c'est plutôt un gage de qualité de service. Donc en tout cas, on a dans la maison des équipes qui ont fait des deals sur des réseaux d'écoles et qui sont très sachantes là-dessus. On pense typiquement que du point de vue de l'investisseur, c'est intéressant d'avoir une expertise sectorielle du modèle économique des écoles, et nous, on peut apporter plutôt notre vision sectorielle, etc. Mais la réponse est oui. Alors après, évidemment, ça ne veut pas dire que je vais prendre 30% de votre capital dans l'heure qui suit, parce qu'il faudra, C'était pas ma question. il faudra se poser un certain nombre de questions avant, par construction. Mais la réponse est oui, à partir du moment où on a en face de nous une entreprise privée. Alors, je profite de votre question, puis vous reformulerez après si j'ai répondu complètement de manière stupide. Il y a quand même une espèce de... Et on en profite parce qu'on est investisseur, c'est chouette d'être investisseur, c'est chouette d'être VC. Il y a quand même une espèce de mystique autour du fundraising et de l'investissement en fonds propres. En fait, c'est pas un truc, c'est pas forcément un Graal en soi. On dit toujours que c'est simplement une ressource financière qui doit avoir une cohérence avec un projet. Donc c'est certain que l'investissement en fonds propres, il se considère pour un entrepreneur quand on a un projet de création de valeur très fort, avec parfois beaucoup de risques, mais aussi du coup beaucoup d'upside et beaucoup de création de valeur. Et à ce moment-là, la ressource fonds propres est une bonne réponse. Et encore une fois, il n'y a pas que des projets qui sont là pour créer 15 ou 20 ou 30% de valeur tous les ans. Et Dieu merci, au sein de BPI France et au sein de la French Touch, on ne finance pas que ces projets-là. Mais en l'occurrence, pour lever des fonds, c'est ces projets-là qui sont les plus indiqués. Merci. Merci. Bonjour. Quand on est une entreprise et qu'on est sur 3 verticales à la fois, comment est-ce que vous pouvez suivre et aider cette entreprise? Alors, encore une fois, je l'ai dit, la raison d'être de la French Touch, c'est de désiloter les verticales et de désiloter les secteurs. Donc, encore une fois, je le disais, je prenais l'exemple dans le portefeuille de Média Participation. Est-ce que c'est un producteur de séries d'animation? Est-ce que c'est un éditeur de bande dessinée? Est-ce que c'est un éditeur de presse? Est-ce que c'est un producteur de jeux vidéo? C'est tout ça à la fois. Et donc, encore une fois, le fait d'être sur plusieurs territoires sectoriels, c'est pas du tout un problème pour nous, c'est même plutôt une partie de la solution. C'est-à-dire que le fait d'avoir des modèles hybrides et de couvrir plusieurs champs de marché, c'est pour nous plutôt a priori, alors après, il faut tout regarder tout le reste, mais c'est plutôt un point positif. Encore une fois, bon, c'est juste que conceptuellement, si on vous disait simplement la French Touch, c'est l'émulation collective de toutes les industries créatives, on a quand même besoin de savoir, sous le capot,
et de reverticaliser un peu le truc, ne serait-ce que pour comprendre de quoi on parle. Mais encore une fois, cette distinction sectorielle, on le fait une fois pour qu'on comprenne ce que c'est que la French Touch, et ensuite, c'est vraiment la partie méta-secteur qui s'applique. Merci. Et comment accompagner justement une entreprise avec 3 secteurs d'activité différents? La question, c'est comment la formuler? Accompagner une entreprise qui n'a pas forcément besoin de financement, par exemple, mais qui a besoin de se développer dans 3 secteurs d'activité différents. C'est-à-dire que vous avez un besoin d'accompagnement, mais pas forcément un besoin d'accompagnement financier, c'est ça? C'était un exemple, mais Ouais. oui. Mais c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que, encore une fois, alors déjà, le corollaire de ce que je disais tout à l'heure, c'est il n'y a pas de plus beau métier au monde qu'investisseur en fonds propres, mais si vous n'avez pas besoin de lever des fonds propres pour développer votre entreprise, ne le faites pas. Hein, parce que malgré tout, c'est quand même un process lourd, vous partagez ensuite votre gouvernance et tout, etc. Donc si vous n'en avez pas besoin pour créer de la valeur avec votre projet, ne le faites pas. Ça, c'est sûr que ça n'a pas de sens. Ensuite, ce qu'on disait, c'est que BPI France n'est pas simplement une banque qui signe des chèques, même si on le fait, évidemment, mais on est aussi une banque qui accompagne les entrepreneurs pour poser leur stratégie, pour s'emparer de tout un tas de sujets dont Johanna a parlé, qui peut être la décarbonation, l'intelligence artificielle, que sais-je, etc. Donc ça se fait de manière individuelle avec des consultants qu'on pilote, qui ne sont pas chez nous, parce que ce sont des tiers, des experts, mais qu'on pilote et qui accompagnent les entrepreneurs sur ces sujets de manière individuelle. Et ensuite, on a un autre objet. On en a plusieurs, mais disons le best-seller de la gamme, c'est un objet qui s'appelle l'accélérateur, qui a été présenté ce matin pour ceux qui étaient là, et qui est une espèce de super école d'entrepreneurs où on a du consulting, de la formation continue, donc un MBA, et de la mise en réseau. Et là, justement, l'entrepreneur qui se dit bah, moi, je suis sur 3 secteurs, je ne sais pas ce que je dois prioriser dans mon plan stratégique, je ne sais pas quelles ressources allouer, etc. Bah, c'est typiquement le type d'objet où, en sortie de ça, on a les réponses à ces questions. Ouais, juste pour compléter, il y a effectivement, je pense que ça a été évoqué ce matin et vous avez dû le voir aussi sur Big, il y a une grosse direction chez BPI France qui s'appelle la direction de l'accompagnement. Parce que les 3 métiers de BPI France sont le financement, l'investissement et l'accompagnement. Et il y a une direction de l'accompagnement qui propose des services d'accompagnement. Donc, on a parlé des accélérateurs, mais aussi des offres de conseil, de la formation, énormément de choses à destination d'entreprises qui ne sont pas forcément au portefeuille. Et ils ont justement vocation de démocratiser le recours au conseil et le recours à l'accompagnement pour des boîtes qui ne sont pas forcément des grands groupes et qui n'ont pas l'habitude de le faire, qui n'ont pas l'habitude de travailler avec du conseil. Voilà, donc on n'a pas forcément tous les éléments pour vous répondre de manière totalement pertinente à votre besoin, mais de ce qu'on intuite, de ce que vous nous dites, typiquement, peut-être que le première étape, ce serait de faire ça. Parce qu'encore une fois, il y a un ordre des facteurs, c'est-à-dire qu'avant d'aller lever des fonds, ou même d'ailleurs avant d'avoir une stratégie de financement, ça aussi, je pense que c'est un point de base qu'il faut toujours rappeler, c'est que le financement et la stratégie de financement viennent après la définition du projet. Toujours dans cet ordre-là. C'est jamais le financement, c'est pas la queue du chien. Je sais pas, c'est pas la queue du chien qui guide, ou je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire. Ça n'est pas le financement qui guide le projet. C'est le projet qui guide le financement. Et en l'occurrence, moi, si j'étais entrepreneur et que je me posais des questions typiquement sur, voilà, je suis sur 3 marchés, lequel il faut que je priorise, comment, avec quelles ressources. Humaines, opérationnelles, financières, etc. Je commencerai par m'offrir. En plus, Johanna l'a dit pudiquement, mais de manière parfois quand même assez subventionnée par BPI France, une mission de conseil stratégique pour m'aider à réfléchir à tout ça, avant d'aller chercher de l'argent chez les banquiers, chez les investisseurs. Merci. Bonjour, Jean Rabaté, Sirius, on est une association. Et donc, voilà, on n'est pas loin de statut d'une école. On se développe. On se développe aussi au niveau financier, parce que la trésorerie, c'est le secret pour avoir des salariés bien payés, et donc heureux, voilà. Et on se développe dans les quartiers sensibles, voilà. Et là, on a une plus-value financière assez importante. Et là, vous avez à parler de plusieurs choses, d'investissement. Alors, l'investissement dans une association, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Et là, que ce soit le conseil et le développement, la phase dont vous avez parlé,
Nous, le projet, il est assez défini. Enfin, il est très défini. On est dans la formation professionnelle, on est dans la recherche et développement, et en même temps, on fait de l'inclusion numérique. Voilà, donc on a un petit peu tout sur le numérique. C'est une question, voilà, c'est voir comment. Enfin, on a déjà été financé une fois par le BPI via le CNC sur un projet de développement de logiciels. Sur le RIAM? Ouais. Et je voulais savoir si on pouvait continuer une aventure. Je la pose plusieurs fois. Là, je l'ai posée sur la question de la R&D à un autre endroit, mais je voulais savoir par rapport au développement de l'association comme entreprise, est-ce que ça peut exister? Alors, je vous réponds très simplement. Alors, est-ce qu'on peut financer d'une manière ou d'une autre votre projet? La réponse, c'est on vous donnera la réponse quand on l'aura étudié. Bon, pardon de revenir au basique. Mais disons que c'est ouvert. Alors, voilà, mais bien sûr, c'est ouvert. Si votre question est de savoir si une association peut lever des fonds, la réponse est non. Une association ne peut pas faire rentrer à son capital un investisseur. Si dans votre projet de développement, l'ouverture du capital et le fait d'avoir un partenaire investisseur fait partie du plan, il faudra transformer l'association en société. C'est comme ça. Oui, ou un morceau. Ou un morceau. Alors, ça me permet de prendre un dézoom et de partager un autre nugget de sagesse de l'investisseur. C'est que l'investisseur, il se couche avec un nombre d'inquiétudes limitées, mais prégnantes. Et il y en a un, c'est l'alignement d'intérêts avec l'entrepreneur. Spécifiquement, quand l'investisseur est un investisseur minoritaire. Donc, on pourrait en parler pendant des heures et prendre des tas de cas concrets, mais l'investisseur, il va avoir tendance, enfin, c'est pas qu'il va avoir tendance, c'est que s'il est un tout petit peu professionnel, il va rentrer aux côtés du dirigeant dans l'entreprise la plus haute de l'organigramme. Il ne va pas se faire coincer dans une filiale où il n'y aura pas un partage du risque et de l'activité qui sera différent, où il sera associé à une partie des activités, etc. L'investisseur qui fait ça est un mauvais investisseur. J'ai compris, mais par contre, on pourrait, puisque l'association est créatrice de l'entreprise, on pourrait imaginer que l'association, dans une innovation financière, devient un des co-investisseurs. Alors là, après, voilà, c'est là qu'il faut imaginer. après il faut qu'on prenne 2 ou 3 heures et qu'on regarde le truc ensemble avec plaisir. Mais c'est une possibilité. Si l'association détient à 100% la société, voilà, etc., et que ça devient juste en fait une espèce de représentant d'émanation de l'actionnaire, je pense que ça peut marcher simplement d'un point de vue technique. Je ne m'engage sur rien d'autre. Et dans le... Bonjour, merci. On est dans les choux du timing, là, c'est ça? 1 minute. Ah bah. On va faire vite. Je vais faire vite. Large. Merci beaucoup. On a la vie devant nous. Merci beaucoup pour votre présentation. Et dans le cadre d'une CAE, une coopérativité d'activité d'emploi, sous forme de SAS, en fait, on regroupe des dirigeants et l'objectif avec les entrepreneurs salariés, c'est qu'on a des ressources. On peut trouver des ressources hautement qualifiées pour pouvoir notamment mener des projets de R&D ou des projets de développement en innovation. Votre question, c'est est-ce qu'on peut rentrer au capital d'une coopérative? La réponse est non. Non. Merci à tous pour votre écoute.